Non à la facilitation rwandaise au nom du gouvernement congolais, la vice-ministre ministre de l'Environnement et Développement durable Eve Bazaïba a déclaré qu'il n'est pas question de négocier le financement sur la biodiversité avec le Rwanda. Déclaration faite lors de la tenue du sommet sur la biodiversité au Canada. Et puis, au Maroc, le secteur minier a réalisé une performance. Le revenu minier du royaume chérifien a atteint 9,5 milliards de dollars américains en 2021. C'est ce que renseigne la ministre marocaine de la Transition énergétique et de développement durable. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information et je vous souhaite la bienvenue. Consolider un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis et l'Afrique, c'est l'objectif du sommet USA-Afrique qui s'est clôturé le jeudi dernier à Washington. Au terme de ce sommet, la première puissance mondiale s'est engagée à investir 15 milliards de dollars américains pour le commerce en Afrique, à soutenir l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi l'intégration de l'Union européenne au G20. Il faut dire que la RDC a saisi ces moments pour dénoncer l'agression rwandaise dont elle est victime. Suivez ces reportages. À l'invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains viennent de participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Pendant 3 jours, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait attendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Et puis, il n'est pas question de négocier sur le financement de la biodiversité avec le Rwanda comme facilitateur, alors que ce pays est à l'origine de la destruction de la biodiversité en République démocratique du Congo. Déclaration faite par la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, lors de la tenue du sommet sur la biodiversité au Canada. Elle a par ailleurs fustigé le silence de la communauté internationale face au soutien du Rwanda aux terroristes du 1-23. Suivez là dans cet extrait choisi par Edouard Mfunda. Les groupes terroristes, nous avons encaissé des pertes énormes de biodiversité. Benito. Et pour ce faire aujourd'hui, nous n'avons rien contre une personnalité que j'apprécie beaucoup, Madame la ministre de l'Environnement du Rwanda. Mais la RDC a des difficultés à siéger dans une négociation dirigé par les Rwandais, facilité par les Rwandais, alors que les Rwandais soutiennent les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dont la communauté internationale s'était. Dans ces conditions, alors que nous représentons une solution mondiale, nos capacités de forêt à absorber les pollutions dont nous ne sommes pas responsables, nous donnons la possibilité aujourd'hui au monde d'atteindre 1,5 degré Celsius de l'objectif pour la température moyenne du monde en donnant la matière qu'il faut à changer de procédés polluants en non polluants. Aujourd'hui, nous parlons tous en termes de véhicules électriques, mais les coltans, les lithium, les cobalt, tout ça, vous pouvez en République démocratique du Congo, aujourd'hui, théâtre d'affrontement, et c'est là où il y a les réseaux du banditisme, des trafics illicites, des armes et des minéraux, des femmes victimes de violences, des populations énormes en errance et même cette biodiversité en errance.
Nous émettons donc une réserve de la RDC à participer dans une négociation où on parle de la protection de la biodiversité sous la facilitation du Rwanda. Je suis désolé de le dire, mais la vérité blesse, mais il faut parfois dire la vérité dans des instances comme celle-ci, pas dans le sens de détruire, mais qu'on trouve une solution en vue de donner la paix. La RDC est engagée à la paix. À la venue de notre président de la République, la première chose c'était de tourner les 9 voisins, leur montrer la bonne volonté de travailler pour la paix. Une brève dans ces journaux, sauf changement de dernière minute, la 9e édition de la conférence de gouverneurs aura lieu le 20 décembre prochain à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est forum de gouverneurs qui sera présidé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura pour but d'échanger et de trouver de pistes de solutions sur les difficultés auxquelles font face les provinces de la République démocratique du Congo, mais surtout de parler de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Changeons de chapitre à présent. L'heure est à la cohésion nationale face à la crise sécuritaire et sociopolitique que traverse la République démocratique du Congo. Il s'avère impérieux pour tous les Congolais de conjuguer leurs efforts afin d'éviter la descente aux enfers. C'est le combat que mène actuellement le président du CENSA, Joseph Olengankoy, qui a reçu de figures de proue de la politique congolaise. Il s'agit de Richard Mouyej, ancien ministre de l'Intérieur, et Thomas Lohaka, ancien président de l'Assemblée nationale. Suivez dans ces reportages de Blandine Bampala, Jojo Moulamba et Orman Monsanto. La solution aux crises politiques et sécuritaires internes passe avant tout par le dialogue. C'est donc dans cette logique que le président du CNSA s'est engagé à consulter les personnalités politiques congolaises pour partager les expériences en vue de trouver une solution idoine à ces crises. Je l'ai dit au président du CNSA, c'est une initiative heureuse. Personnellement, je soutiens. C'est le schéma. Il n'y en a pas deux. Parce qu'il y a la guerre à l'Est, mais il y a des tensions dans certaines de nos provinces, il faut l'avouer. Et à mon avis, la solution passe par le dialogue. On ne peut pas gouverner dans le contexte de la démocratie en refusant de dialoguer. À mon avis, on est obligé d'y arriver. On doit finir par dialoguer. J'ai demandé à M. Olengankoy de poursuivre son action et j'espère que le chef de l'État en tiendra compte. Après l'ancien ministre de l'Intérieur, c'était au tour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Thomas Lohaka, d'être reçu par Joseph Olengankoy. Pour le président du mouvement libéral, il est impérieux aujourd'hui de restaurer l'autorité de l'État partout dans le pays. Le Congo est malade et on ne peut pas soigner le Congo sans savoir de quoi il souffre. Et la meilleure façon de savoir de quel est le problème qui se pose aujourd'hui, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan politique ou sur le plan économique, il faut échanger avec les acteurs. Et donc c'est dans ce cadre-là que CESA m'a invité à venir donner ma petite analyse sur l'évolution de la situation politique sécuritaire de notre pays. Non, je ne sais pas si je peux résumer ça en quelques minutes, mais ce qu'il faut savoir, il faut restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Pour tous ces acteurs politiques, tout Congolais est appelé aujourd'hui à défendre sa patrie et à se montrer plus solidaire qu'hier. Quittons le chapitre de la politique pour parler de la sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie le plan de massacre de civils congolais que l'armée rwandaise est en train de concocter dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'a fait savoir le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole militaire du gouvernorat de la province du Nord Kivu, une province sous état de siège. Je vous propose de les suivre dans cet extrait choisi par Fiston Oleko. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion
internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnelles dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Encore une brève dans ce journal et toujours dans ces chapitres de la sécurité, selon la société civile branche de Rutshuru et de Nyiragongo qui informe que le terroriste du mouvement M23 garde toujours leur position dans la zone qu'ils occupent à Rutshuru et Nyiragongo et parle plutôt de renforcement de position qui s'est poursuivent, et cela malgré les recommandations formulées au lendemain du sommet États-Unis-Afrique qui exige le retrait du M23. Voilà, nous allons quitter l'Afrique et pour aller au-delà de frontières, donc place à présent à la page internationale. Comme annoncé, c'est la page internationale à présent. On quitte la République démocratique du Congo pour l'Ouganda où les autorités envisagent de nouveau de nationaliser le secteur de l'électricité, ce qui a pour objectif de réformer et d'attirer les investisseurs dans les infrastructures énergétiques du pays d'Afrique de l'Est et de fournir aux Ougandais une énergie électrique moins chère. Suivez nos confrères d'Africa 24. L'Ouganda va de nouveau nationaliser le secteur de l'électricité. L'annonce a été faite le 9 décembre par le gouvernement ougandais. Pour les autorités ougandaises, cette initiative permettra non seulement de fournir aux Ougandais de l'électricité à des tarifs abordables, mais elle aidera le pays à se libérer de ses partenaires privés étrangers, notamment la société sud-africaine Eskom et le consortium international Umeme. La nouvelle société, la Compagnie nationale ougandaise de l'électricité, aura en charge la gestion de la production et la distribution de l'électricité. Cela tient de ce que le gouvernement tient d'abord à rembourser son endettement vis-à-vis de ses partenaires étrangers. C'est la raison pour laquelle une partie de l'énergie produite localement sur le sol, sur la terre ougandaise, est vendue dans les États de la communauté d'Afrique de l'Est, donc tout autour. Une fois que ce remboursement sera fait, le gouvernement se consacrera cette fois-là à orienter cette énergie à l'intérieur du territoire parce que ses partenaires lui auront donné de l'argent pour construire un réseau de transport de l'énergie et de distribution de cette même énergie. Selon un constat fait par le président ougandais Yoweri Museveni, les partenaires privés étrangers qui exercent dans le domaine de l'électricité pratiquent des tarifs trop élevés. Selon des observateurs, les coûts élevés d'électricité résultent d'ententes entre les sociétés et les hauts responsables ougandais. Face à cette situation, le gouvernement a instruit au ministère de l'énergie de ne pas reconduire les contrats qui le lient à Eskom et Umeme, des contrats qui arrivent respectivement à échéance en 2023 et 2025. Le gouvernement ougandais a évalué les besoins donc nationaux en termes d'énergie électrique à 1123 MW pour 2023. Et pour cette raison, à côté du vieux barrage de Ouin qui faisait à peu près 600 mégas de capacité installée, les barrages de chute de Ouin 230 mégas, le gouvernement a envisagé également la construction du barrage de Karuna avec un appui du gouvernement chinois à travers sa firme dédiée, ça s'appelle Sino Hydro. Et puis les financements dédiés également, près de 1,4 milliard de dollars, ont été mis à la disposition du gouvernement ougandais pour pouvoir faire sortir de terre ce barrage. Et la mise en production de ce barrage devait intervenir en 2020
malheureusement, le coronavirus a fait en sorte que les choses ont pu être décalées. Donc, c'est pratiquement à partir de 2023 que Sino Hydro compte injecter dans les réseaux interconnectés de distribution d'énergie électrique 300 mégas. Notons qu'en Ouganda, seulement 57% de la population a accès à l'électricité, selon les données du Bureau national des statistiques. Quittons le secteur de l'énergie pour le secteur de mines au Maroc. Le revenu minier a atteint environ 100 milliards de dirhams, soit 9,5 milliards de dollars américains l'année dernière, soit en 2021, contre 66,5 milliards de dirhams en 2020, ce qui représente une hausse de plus de 50% en glissement annuel. C'est l'un des chiffres clés avancés par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, devant la Chambre de conseillers, la Chambre haute du Parlement dans le royaume chérifien. Suivez ces commentaires de la rédaction. C'est une nouvelle performance que vient de réaliser le secteur minier marocain. 9,5 milliards de dollars américains ont été mobilisés au cours de l'année 2021. D'après le ministère de la Transition énergétique et Développement durable, l'essentiel de ces revenus provient une nouvelle fois du secteur des phosphates, dont la production a atteint 38 millions de tonnes en 2021, sur une production minière totale évaluée à 41 millions de tonnes. Là aussi, on constate une amélioration puisque le site du ministère indique que la production minière globale avait été de 39,5 millions de tonnes en 2020. Par ailleurs, la domination du phosphate s'est poursuivie également en matière d'investissement avec 12 milliards de dirhams, soit 1,14 milliard de dollars américains consacrés l'année dernière au secteur, sur un budget total de 13 milliards de dirhams. Ces chiffres est une nouvelle justification à la politique de diversification annoncée par le plan Maroc Mine 2021-2030 il y a plus d'un an. Le plan Maroc Mine prévoit que le revenu généré par l'exploitation minière hors phosphate au Maroc devrait dépasser 15 milliards de dirhams, soit 1,43 milliard de dollars américains d'ici 2030, contre 6,5 milliards de dirhams en 2020. Cela passe notamment par les incitations fiscales et un accent particulier sur le métaux stratégique, notamment le cobalt dont le royaume dispose en quantité non négligeable. Le Maroc est d'ailleurs le 3e producteur africain de cobalt. Dans son classement 2021, des juridictions minières les plus attractives au monde publié cette année, rappelons que les think tanks canadiens Fraser Institute place le royaume du Maroc en premier sur le continent et à la 8e place au niveau mondial. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titre. Non à la facilitation rwandaise au nom du gouvernement congolais, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a déclaré qu'il n'est pas question de négocier le financement sur la biodiversité avec le Rwanda. Déclaration faite lors de la tenue du sommet sur la biodiversité au Canada. Et puis, on a parlé du Maroc où le secteur minier a réalisé une performance. Les revenus miniers du royaume chérifien ont atteint 9,5 milliards de dollars américains. Voilà ce qu'a renseigné la ministre marocaine de la Transition énergétique du Développement durable. Ce journal est finalement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Retrouvons-nous très proche demain soir et l'information continue sur www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.